De l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir. Entretien avec Chendali en 5 épisodes. De l'autre côté du miroir. Le professeur Chendali partage avec nous ses compréhensions, réflexions et visions sur les échanges culturels sino-européens en s'appuyant sur son expertise des grands thèmes de la philosophie et la littérature chinoise. Épisode 3, le dragon ou les malentendus dans la recherche de l'universel. De l'autre côté du miroir. Je dois vous avouer que quand j'ai tourné la page 184 du livre de Chendali, De l'autre côté du miroir, j'ai été très surpris. Surpris en effet de lire le terme dragonologie dans cet ouvrage dédié aux relations franco-chinoises. La raison de mon étonnement, c'est que c'est un mot qui est inscrit dans mon quotidien. En effet, chaque jour, j'écoute le recensement des différentes espèces de dragons, leur type d'habitat, leur proie de prédilection et leur mode d'attaque. J'entends chaque jour des récits de poudre de dragon, de talismans et de caractéristiques dragonesques. Bref, sachez que c'est l'univers de ma fille, de ma jeune enfant de 6 ans, tout simplement parce que le dragon est l'animal qui nourrit son imaginaire et occupe ses heures de jeu. Alors pour elle, l'affaire est très sérieuse. Les dragons sont intégrés dans son univers réel. Ils vivent avec nous d'ailleurs. Cela me surprend de constater son engouement, car en tant que père, je me souviens que moi, enfant, le dragon n'était pas un animal sympathique. Il inspirait la peur, parfois même la terreur. Et dans d'autres scénarios, c'était le gardien d'un trésor ou d'un lieu sacré. Dans tous les cas de figure, il fallait vaincre le dragon. Nous allons en parler avec Monsieur Chendali, écrivain chinois et auteur, entre autres, de l'autre côté du miroir, un dialogue transculturel Chine-France. Monsieur Chendali, bonjour et merci une fois de plus de nous accueillir chez vous. Donc je suis à la fois surpris de parler dragon avec vous, cher professeur, mais aussi réjoui, car je pense que vous allez nous aider aujourd'hui à comprendre ce qui se joue culturellement autour du dragon et des différentes lectures de son symbolisme. Puisque c'est le thème de notre entretien, pouvez-vous nous rappeler son symbolisme en Chine ? Avec plaisir. L'étude du symbolisme du dragon rentre dans le cadre de la draconologie en Chine. Au sujet de cette draconologie, il faut lire un ouvrage spécial du poète symboliste Wen Yido, ça vous dit rien, assassiné par les agents de Chiang Kai-shek en juillet 1936 à Kunming, dit par les Français Yunnan-Fu, chef-lieu de la province du Yunnan. C'est cet auteur de La bougie rouge et de l'eau stagnante qui a écrit le livre de draconologie auquel on aurait intérêt à se référer dans les recherches sur le dragon. C'est noté. Quant à moi, en tant qu'écrivain littéraire surtout, je vais me contenter d'apporter un sujet moins académique, le dragon, ou les malentendus dans la recherche de l'universel, en vous livrant quelques réflexions sur le dialogue transculturel entre la Chine et l'Occident, qui devient hélas un dialogue de sourds. Et ce, notamment dans le domaine géopolitique, pour ne pas dire un choc de civilisation à la Huntington. Nous vous écoutons, professeur, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet, accompagné du fameux dragon. Pour les Chinois, le dragon est un animal fabuleux et bénéfique qui porte chance. Un être né sous le signe du dragon annonce un destin extraordinaire. Jean-Jacques Rousseau était un dragon, Jeanne d'Arc, si vous voulez, une dragonne. On peut encore citer bien d'autres exemples comme Rouget de Lille, Gérard de Nerval, Apollinaire, Jean Gabin, et à l'étranger, Che Guevara, Gorky, Nietzsche, Kant, Freud, qui a découvert l'inconscient, j'en passe. La liste de la lignée dragon serait très longue.
Et vous, cher professeur, êtes-vous de ce signe du dragon? Ah non, je suis né une année du tigre. Vous savez, le tigre s'entend mal avec le dragon, hein. Entre eux, les orages risquent d'être fréquents. Au Japon, on dit que le combat entre le dragon et le tigre est à l'origine des séismes, des tremblements de terre. Dans la légende chrétienne, le méchant dragon, gardien d'une belle princesse prisonnière, se dresse toujours sur le chemin du chevalier en quête d'amour, comme le montre le fameux tableau Saint-Georges terrassant le dragon, que l'on peut voir dans une église à Barcelone, à Stockholm ou en Russie. Dans l'astrologie chinoise, le dragon est associé au feu, qui est la fougue, l'élément essentiel de la passion amoureuse, de l'amour-passion, du coup de foudre. Le dragon tient une perle ardente entre ses 3, 4 ou 5 griffes. Pour les amoureux, c'est la perle qui accède à tous les désirs. Selon le Tao chinois, l'élément feu est le grand yang qui chauffe, brûle et bouleverse. Ce qui fait que le dragon, en permanent état d'éveil, cherche sans cesse la source ardente, intarissable. Par ailleurs, le dragon serait le créateur des nuages, le dispensateur de la pluie. En chinois, les jeux du nuage et de la pluie signifient gracieusement faire l'amour. Donc, au contraire du dragon occidental, le dragon chinois est favorable à la Saint-Valentin et porte chance aux amoureux. Effectivement, il y a là deux perceptions vraiment opposées à propos de la symbolique du dragon. Deux figures du dragon, deux cultures. D'évidence, là, il y a un problème de la différence de culture, un aspect important de la rhétorique dont on devrait bien tenir compte dans la différente lecture du symbolisme de cet animal fabuleux. Pourquoi en est-il ainsi? Le mythe du dragon est une énigme du sphinx, difficile à résoudre. L'Orient et l'Occident l'interprètent en général de façon fort différente, voire diamétralement opposée. Il en est de même pour la sirène. Dans l'épopée homérique, la sirène est un monstre marin qui chante sur un rocher pour séduire, ensorceler les matelots en haute mer, d'où l'expression « le chant de la sirène ». Mais dans la littérature populaire chinoise, on l'appelle la belle poisson qui tisse des soieries dans la mer du Sud, appelée communément aujourd'hui la mer de Chine. Sous la dynastie des Song, les chroniques intitulées « Le monde de la paix » racontent une belle histoire sur la sirène. Il était une fois un pêcheur qui capture une sirène grièvement blessée. Pris de pitié, le pêcheur l'installe chez lui et il est aux petits soins pour elle pendant 3 jours d'affilée. Guérie, la sirène dit adieu à son sauveur, les larmes aux yeux. Ces larmes tombent et se transforment en autant de perles étincelantes. C'est sans doute un signe de reconnaissance de la part de la sirène qui va retourner dans l'océan. Même pour l'expression « le chant de la sirène », le folklore slave l'interprète à sa façon. Les Slaves voient en la sirène un oiseau fabuleux à tête de femme. C'est pour eux une créature bénéfique. Alors si vous le voulez bien, revenons au dragon, cher professeur, et à son double statut. Le dragon, cet animal mythologique à mauvaise presse en France. Par exemple, dans une résidence, quand un locataire déteste le gardien de l'immeuble, il le lâche. Quel dragon, ce concierge! Mais à Pékin, c'est le dragon qui garde l'entrée du palais impérial. Animal de bon augure, le dragon bleu est chargé de garder les demeures des dieux. Vous écrivez dans votre livre qu'en Chine, on vénère 3 figures, dont le dragon. Quelles sont les 2 autres? Et à quand remontent les origines du dragon chinois? Eh bien, en Chine, on vénère 3 figures de rhétorique. Le dragon, le phénix et la tortue.
Au fait, en tant que figure de rhétorique, le dragon, c'est Lao Tzu, hein, le grand philosophe taoïste, et le phénix Confucius, le maître moral des Chinois, alors que la tortue, c'est le symbole de la longévité. La tortue est en fait un des fils du dragon spirituel, car le dragon chinois se présente à différentes étapes de sa formation sous plusieurs figures, serpent, carpe, tortue. Là encore, il faut faire une recherche sur les 9 fils du dragon pour percer à jour ce mystère. Quel est ce mystère, monsieur Chen? D'après une légende, un jour, Confucius a rendu visite à Lao Tzu dans sa grotte de montagne. À son retour, il dit à ses disciples qu'il y a vu un dragon, qui est en fait l'incarnation du grand maître du Tao, Lao Tzu. Et puis, la légende dit aussi qu'ayant vécu plusieurs siècles, le phénix, dégoûté par la confusion qui régnait parmi les humains, choisit son moment pour disparaître et que Tzu-lu, un des disciples favoris de Confucius, s'inclina respectueusement dans la direction de l'oiseau qui s'élevait dans les airs en battant 3 fois des ailes. Les Chinois croient que c'est Confucius qui est parti en se métamorphosant en phénix, tout comme Lao Tzu devint un dragon à l'âge de 200 ans. Le fait est que depuis l'Antiquité, le dragon et le phénix, l'un et l'autre, symbolisent l'harmonie, beauté du Tao chinois. Quand et comment le dragon chinois fait son entrée en Occident? Eh bien, les faits historiques révèlent que la culture chinoise du dragon, ou la culture dragon en Chine, a été introduite progressivement en Europe. Mais le dragon chinois a déjà fait son entrée en Occident dès l'Antiquité. Empruntant la route de la soie, il voyage sur les étoffes asiatiques tissées ou brodées, influençant en chemin le Moyen-Orient. Cet animal fabuleux atteint Byzance et de là l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et la France. Néanmoins, au fil de son périple, le dragon chinois perd son symbolisme mythologique au profit de sa seule valeur décorative. À la fin du XIIIe siècle, celui de Marc Polo, l'engouement pour les thèmes orientaux est tel que le florissant commerce avec l'Asie ne suffit plus à le satisfaire. Les soyeux italiens s'adaptent à Venise et reproduisent le dragon sur leurs étoffes en lampas. Alors, ils se rapprochent davantage des traditionnels dessins asymétriques du tissage chinois. Savez-vous sous quelle forme le dragon est-il arrivé en France, monsieur Chen? Poursuivant son voyage en Europe, le dragon chinois se retrouve en France sur des panneaux brodés pour la cour des Valois au XVe siècle. La manufacture de Beauvais assure rapidement la renommée de la France en matière de chinoiserie. D'autres fabriques suivent et adoptent le dragon chinois afin de créer des compositions plus dynamiques et originales. On remarque aussi l'image du dragon chinois sur les grandes tentures des gobelins. Jusque vers 1630, le goût pour les chinoiseries se maintient illustré par les tisserands français ou italiens. Il pimente de son étrangeté le décor raffiné des intérieurs. Dès le XVIIe siècle, emporté par la vague du baroque italien, le dragon s'épanouit sur le mobilier d'apparat. Il prête son anatomie flexible à l'imagination fertile des artistes. D'une extrême souplesse, le corps sinueux du dragon anime le bois sculpté des consoles ou les vases en porcelaine, celles de Rouen par exemple, ou les assiettes produites par la manufacture de Chantilly, encouragées par le duc de Bourbon, prince de Condé.
Agrippé à leurs anses, le dragon confère à ses pièces un effet plastique exceptionnel en un mouvement d'envol. Alors, quelle est la source de cette inspiration à propos du dragon, d'après vous? Le dragon se nourrit de l'imaginaire et de l'inconscient collectif. Il cristallise la crainte des hommes à l'écart d'un monde incompréhensible. Sculpté sur la proue des navires et des traîneaux vikings, à partir du 7e siècle, son effigie est censée prêter sa puissance aux hommes et imposer le respect à leurs ennemis. En Europe, sa forte personnalité marque les esprits au point de se perpétuer jusqu'à nos jours au travers d'objets d'art populaires tels la tabatière reproduite. Cependant, le dragon antique figuré sur les céramiques grecques ressemble plutôt à un serpent. Il se prête au jeu d'une symbolique complexe, tour à tour métaphorique et propagandiste. Pouvez-vous nous donner un exemple? La doctrine chrétienne condamne l'œuvre du malin. Lié au serpent du péché originel, le dragon prend sa place dans les enluminures. Il est perché sur l'arbre de la reconnaissance, non pas sur le pommier, puisqu'il s'agit d'une faute de traduction dans la Bible. Il est condamné pour avoir tenté Adam et Ève dans l'Apocalypse de Saint Jean. Le dragon incarne le mal absolu. Satan prend les traits d'un dragon rouge-feu, poursuit de ses 7 têtes symbolisant les 7 péchés capitaux et de 10 cornes figurant l'oubli des 10 commandements. Un duel l'oppose à l'archange Saint-Michel qui, en le terrassant de sa lance, le foule aux pieds. À la vue de cette scène de combat, je fais la réflexion suivante. Vu la situation internationale actuelle, pour certains droits de l'homiste de l'Occident, qui exercent la suprématie culturelle et arborent l'étendard de l'ingérence humanitaire, Saint-Michel, aux yeux de ces derniers, est l'Occident chrétien. Et le dragon, c'est la Chine. Ces gens-là, pourtant bien cultivés, ignorent complètement que le dragon est un être bénéfique pour le monde entier, en Orient comme en Occident. Alors pour moi qui suis originaire de Normandie, je connais l'histoire de Guillaume le Conquérant, où le symbole viking était la tête de dragon, représentée d'ailleurs sur la tapisserie de Bayeux. Parlez-nous de la représentation du dragon, mais dans d'autres civilisations. Que pouvez-vous nous raconter sur ce sujet? Comme figure de rhétorique extraordinaire, le dragon existe en effet dans bien d'autres civilisations et présente une symbolique diversifiée. On parle du dragon universel, car l'énergie du dragon préside à tous les phénomènes naturels, de la pluie bénéfique au typhon, qui est l'œuvre du dragon marin. Dans l'ancienne Égypte, le dragon impérial représente le dieu Osiris. Chaque année, il faisait déborder le Nil et rendant la terre fertile au bord du fleuve. Même en Europe, on aime le dragon de vertu. Pour les Grecs, le dragon a un rapport étroit avec la fécondité du sol. Lorsque la déesse Déméter chargea le prince Tribdolème de semer le blé partout dans le monde, elle lui prêta un char tiré par 2 dragons. Respecté chez les Celtes, selon la légende galloise, le dragon servait d'emblème sur le drapeau du roi Arthur au pays de Galles. Exotique et malléable, le dragon se plie aux fantaisies de la création textile. Sur les tissus, il traverse les continents et les siècles. Survivance de l'iconographie nordique païenne, il figure ainsi dès le XIe siècle sur la tapisserie de Bayeux, broderie sur toile de lin,
relatant la conquête de l'Angleterre en 1066 par le duc de Normandie appelé Guillaume le Conquérant, comme vous l'avez étudié, Olivier, à l'école. Ah, décidément, vous êtes un expert en dragonologie. Et alors en Amérique, quelle est la représentation du dragon ? En Amérique précolombienne, la déesse aztèque de la terre a 2 têtes de dragon, symbolisant les aspects bienveillants, à la fois bienveillants et maléfiques de la nature. Mais est-ce que le dragon est uniquement synonyme de gentil et positif en Chine ? En Chine, on ne vénère pourtant pas le dragon unique. Il y a dragon et dragon. Pour les gens du peuple, il existe des dragons doués de vertus bienveillantes et des dragons maléfiques de l'autre. C'est ainsi que dans des contes populaires, on trouve souvent en dérision le roi dragon. Allez, monsieur Chen, faites-nous plaisir. Racontez-nous une histoire merveilleuse issue de ces contes populaires. En voilà un, datant de la dynastie Tang. Un beau garçon nommé Zhang Yu prie le roi dragon de lui accorder la main de sa fille. Mais le roi dragon s'oppose obstinément à cette union peu ordinaire. Le jeune homme, aussi opiniâtre que le roi dragon, finit par obtenir d'une sorcière le stratagème de faire chauffer l'eau de la mer. Ne pouvant plus supporter la chaleur devenant torride, le malheureux père s'incline et accepte le mariage mixte, preuve de l'esprit de tolérance, un trait essentiel de la pensée de Confucius. Dans cette histoire, le dragon n'est ni le bien parfait ni le mal absolu. Notre podcast se nomme aujourd'hui Le Dragon ou les malentendus dans la recherche de l'universel. Pouvez-vous développer pour nous ce que vous entendez précisément par les malentendus ? À propos du dialogue transculturel Chine-Occident, plus précisément un dialogue entre la culture chinoise du dragon, caractérisée par l'harmonie entre l'homme et le ciel, et la culture occidentale, c'est-à-dire la culture judéo-chrétienne, il existe 2 cultures différentes sur le plan historique et civilisationnel. Pour ce qui est de la propagande des valeurs occidentales dans le monde entier, on ne peut pas forcer les Orientaux à accepter les dogmes à l'élaboration desquels ils n'ont pas participé, car elles ne sont vraiment pas universelles, coupées de la réalité historique d'un autre monde. D'ailleurs, on constate une aliénation de la démocratie dans certains pays occidentaux. Le grand penseur chinois Lao Tzu a formulé sa conception de l'univers indiquant que toute chose en mouvement conduit nécessairement à son contraire. C'est là une loi universelle à laquelle nul ne peut échapper. Il y a un an, j'ai lu Les intellectuels faussaires du pamphlétiste français Pascal Boniface, un ouvrage très critique envers certains donneurs de leçons de l'Hexagone. Au fait, dans le dialogue transculturel des civilisations, l'arrogance, l'insolence, la sublimation de soi et la diabolisation des autres, ce serait de mauvais goût. C'est toujours l'histoire qui en jugera. Ce qu'il faudrait, c'est la reconnaissance de l'autre et le respect mutuel. La réalité linguistique et historique y compte également. Il n'y a pas longtemps, un débat animait les colonnes de la presse chinoise. Dans l'échange avec l'extérieur en langue étrangère, n'allait-on pas plutôt adopter le long, transcription de la langue Han à la place du terme dragon du lexique occidental afin d'éviter l'aversion des Occidentaux vis-à-vis de l'icône des Chinois. Personnellement, je crois que cette conception est mal fondée, parce qu'elle va à l'encontre de la convention linguistique. La transcription longue ne dira rien aux gens qui ne pratiquent pas la langue chinoise
et ferait perdre toute valeur et connotation à l'animal en question. On ne peut être que d'accord avec vous. Pour conclure et faire un lien très concret avec notre époque, pouvez-vous nous raconter l'histoire de Maître Yé, adorateur du dragon ? Alors comme toutes les belles histoires, et aussi pour faire un peu plaisir à ma fille, je vous demande de commencer par « Il était une fois ». Dans la langue chinoise, il existe une expression toute faite qui se moque d'un comportement humain. C'est l'histoire de Maître Yé, adorateur du dragon. Il était une fois un vieux lettré qui s'affichait comme un passionné du dragon, à tel point qu'il avait fait représenter partout l'effigie de l'animal mythique dans sa maison. Portes, fenêtres, poutres, paravents, meubles, ustensiles, tout en portait l'insigne. Chez lui, on pouvait croire se trouver dans un palais du roi dragon. Ravi et un peu ému de la dévotion du lettré, le dragon céleste décida un jour de rendre visite à son admirateur terrestre. C'est ainsi que Maître Yé, le lettré en question, se trouva un beau matin nez à nez avec le dragon. Mais à la vue du vrai dragon, il faillit tomber à la renverse. « Monstre !» s'écria l'homme terrifié. « Mais c'est moi le dragon que vous vénérez jour et nuit, » lui répondit le saint animal, qui pointait seulement le nez à travers la fenêtre et avait encore tout son tralala de corps gigantesque dehors autour de la maison. L'homme, tremblant de tous ses membres, eut à peine le courage de faire front. « Mais c'est votre image que j'adore, pas un dragon en chair et noces. Veuillez vous en aller, s'il vous plaît. » Drôle d'histoire. Dans le pays où l'on vénère le dragon, il y en a un qui tombe à la renverse à la vue d'un vrai dragon. Et je suis ravi d'entendre que votre fille, une enfant de 6 ans en France, apprécie l'image du dragon chinois parce qu'il symbolise la Chine et nourrit son imaginaire. Pour en revenir à ce conte philosophique, je pense qu'il révèle parfaitement la nature de l'homme qui préfère l'image à la réalité. Le dragon constitue une bonne figure de rhétorique, toute sa place dans la philosophie de la vie. Le dragon chinois est cyclique et correspond au lion protecteur du zodiaque occidental. Il refuse toutes les contraintes et porte à tous bonne chance. Et la chance pour l'humanité, c'est de vivre un jour dans la grande communauté tant rêvée par Confucius, un autre univers où les hommes et les femmes, ainsi que les dragons, chinois ou occidentaux, seront tous égaux. Merci. Merci de vos enseignements, Monsieur Chendali. Je rappelle les références de votre livre, De l'autre côté du miroir, un dialogue transculturel Chine-France aux éditions Charles Moreau. De l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir. Entretien avec Chendali en 5 épisodes.